Bonjour à toutes et à tous, donc c'est la sixième partie de notre cours consacré à l'art, la technique et le travail. Vous voyez, je me suis laissé avoir par mes habitudes parce que quand je fais cours en présentiel, j'ai l'habitude de passer à mes élèves un documentaire qui s'appelle Génie de notre temps, consacré à Karl Marx. Et j'étais tellement habitué à passer cette vidéo que j'étais persuadé qu'elle était sur YouTube. En fait, elle n'est pas sur YouTube et c'est dommage parce que c'est un documentaire qui explique bien les choses. Alors, plusieurs possibilités. Si on réussit à se revoir avant la fin de l'année, ce que j'espère de tout cœur à partir de juin, eh bien, je pourrais vous passer cette vidéo sur Karl Marx. Sinon, j'essaierai éventuellement de la télécharger sur le site. Mais alors, le problème, c'est qu'il y a des histoires de droit et que je peux très bien me faire attraper pour ça. Et puis comme c'est une vidéo qui fait un peu plus d'une heure, à mon avis, ça va être compliqué, voire même impossible à télécharger. Donc je sais pas, mais par contre, allez voir sur YouTube, hein, je suis allé faire un tour. Et j'ai vu pas mal de documentaires consacrés à Karl Marx. Maintenant, comme je ne les ai pas forcément vus, je ne voudrais pas vous induire en erreur ou vous dire des bêtises, mais en tout cas, je vous enverrai un mail pour vous aiguiller là-dessus. Karl Marx, vous pouvez vous renseigner un petit peu sur lui, de toute façon, sur Internet. Ça fait partie des grands intellectuels du 19e siècle. Le 19e siècle, qui est très particulier en matière de pensée et de philosophie, puisque le 19e siècle est appelé le siècle du soupçon. Et que finalement, il y a trois grands intellectuels qui vont dominer ce siècle-là, même si on a eu énormément d'autres, hein, je pense à Hegel ou Kierkegaard. En tout cas, on retient du 19e siècle trois grands intellectuels qui sont Karl Marx, Sigmund Freud, et puis le troisième, j'oublie, Marx, Freud et Nietzsche, qui sont considérés comme trois penseurs ou trois philosophes. Encore que Freud ne peut pas vraiment être considéré comme un philosophe à part à la fin de sa vie, en tout cas trois grands penseurs qui ont jeté le doute et le soupçon sur la société de leur époque. Marx l'a fait sous un regard qui était économique et politique. Alors mon but dans cette vidéo, parce que Karl Marx est quand même très connoté par rapport au communisme, c'est évidemment pas de faire de l'apologie du marxisme, surtout quand on voit comment ça s'est déroulé au XXe siècle dans les pays communistes. Il n'y a qu'à voir certains documentaires sur Staline pour se rendre compte à quel point ce monde, cette idéologie imaginée par Karl Marx, c'est très joli au départ, mais c'est inapplicable sur le terrain. En tout cas, Karl Marx a cet avantage énorme de faire le point sur la situation qui résulte de la grande révolution industrielle des 18e et 20e siècles. On peut parler de deux révolutions industrielles qui ont eu lieu à ces siècles-là, et d'y jeter un regard très juste, finalement. C'est-à-dire que l'idéologie de Karl Marx, tout ce qui en a été dérivé, communisme, etc., il faut vraiment se méfier de ça, puisque les dérives totalitaires ont été nombreuses au XXe siècle. Mais en tout cas, Marx propose une critique de son siècle et une critique de la société qui est très pertinente. D'ailleurs, il y a quelques années, quand il y avait eu, vous savez, le grand krach boursier et bancaire qui avait secoué l'économie mondiale il y a une dizaine d'années, eh bien, le journal anglais The Economist, qui n'est quand même pas réputé pour être forcément très à gauche et qui n'est pas réputé non plus pour être une bande de rigolos, avait titré en première page, en énorme, Marx was right. Marx avait raison, parce qu'effectivement, ce qu'il décrivait comme une espèce d'effondrement comme ça de la société capitaliste est plus ou moins aujourd'hui en train de se passer, c'est-à-dire qu'on arrive au bout de ce fameux capitalisme. Alors, comment Marx critique-t-il cette société capitaliste et pourquoi est-ce que c'est intéressant de l'aborder en philosophie quand on aborde le sujet du travail et de la technique? Parce que Marx insuffle un concept à la philosophie économique et politique, et à la philosophie du travail, on pourrait dire, qui est celle de la lutte des classes. La lutte des classes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vous propose de lire un petit peu le cours et de l'expliquer à ce sujet-là. Karl Marx, alors ces dates, c'est 1818-1886. Karl Marx, selon Karl Marx, parle de la société de toutes les époques comme d'une incessante lutte entre classes sociales, entre dominants et dominés. C'est pas difficile à voir, hein. Dans l'Antiquité, vous avez les maîtres et les esclaves. Au Moyen-Âge, vous avez les seigneurs et les serfs. Et puis, après la Révolution française, Karl Marx montre que l'Europe pense avoir basculé dans une ère où tout d'un coup les classes sociales qui étaient là, qui étaient très présentes avant sous l'Ancien Régime, en fait n'ont pas disparu. Simplement les têtes ont changé. Ce qui était autrefois la noblesse et le clergé qui dominaient la société se sont transformés en bourgeoisie. Les bourgeois capitalistes sont ceux qui profitent du système, c'est des petits malins qui ont su investir au bon moment et au bon endroit. Et puis ceux qui sont toujours exploités, comme les esclaves de l'Antiquité, comme les serfs au Moyen-Âge, et qui continuent à constituer ce que Marx appelle le prolétariat, c'est-à-dire ceux qui donnent de leur personne au profit d'une économie qui est uniquement toujours dirigée vers l'intérêt et le profit des
des mêmes personnes qui sont beaucoup moins nombreuses, mais qui sont extrêmement privilégiées et qui vont être destituées. C'est-à-dire que le grand objectif de Karl Marx, c'est de faire une grande révolution prolétarienne, le grand soir, où, comme selon la formule consacrée, on pendra le dernier patron avec les tripes du dernier curé. Voilà, en tout cas, même si ce projet assez violent, un peu utopique, voilà, on va le laisser un petit peu de côté. En tout cas, la critique que propose Marx est plutôt pertinente. Donc Karl Marx parle des sociétés avec des dominants et des dominés. Je reprends la lecture. Notre civilisation, notre culture sont entièrement conditionnées par cette lutte de pouvoir. L'Antiquité peut se résumer à l'histoire de l'opposition entre maître et esclave, le Moyen-Âge à l'opposition entre seigneur et serf, et l'époque contemporaine à l'opposition entre bourgeois capitalistes et travailleurs prolétaires. Le capitalisme, c'est ce qui domine notre époque, qui fait qu'aujourd'hui, on va prendre une situation, même si c'est caricatural, c'est vrai, vous avez d'un côté du monde des gamins de 12 ans qui fabriquent des paires de Nike à longueur de journée et qui reçoivent en dédommagement quelques dollars ou quelques euros, et puis à l'autre bout du monde, eh bien, des privilégiés, des actionnaires de ces grandes sociétés, Nike, Adidas, etc., qui perçoivent des profits énormes parce que le gamin qui fabrique ses paires de Nike tout au long de la journée et qui va être rétribué quelques dollars pour faire ce qu'il a fait, aura produit une valeur dans sa journée. Mettons, je sais pas, le gamin va fabriquer 10 paires de Nike dans sa journée, c'est juste du tissu, du cuir, de la toile qu'il va assembler, et du caoutchouc. À la base, voilà, la matière première ne coûte pas très cher. Le travail de l'enfant, c'est tout ce qui va faire la différence entre la matière première et le produit fini. La paire de Nike en question va être revendue 120 ou 130 euros sur le marché européen, ou sur le marché occidental, et l'enfant n'aura quasiment rien perçu. Où va aller tout le profit? Où vont aller tous les bénéfices? Eh bien, dans la poche des actionnaires, des patrons, etc. Donc, évidemment, il y a quelque chose d'assez scandaleux là-dedans. Et c'est ce que dénonce Marx, c'est-à-dire l'utilisation du corps même, de la force même de travail de certaines personnes qui ne sont absolument pas rétribuées. Et ces personnes-là finissent par être finalement des mécanismes au service toujours des mêmes personnes. Une autre critique marxiste du monde de travail est très bien représentée dans Les Temps modernes de Charlie Chaplin. Vous l'avez peut-être vu en histoire ou dans une autre matière. En tout cas, c'est un film qui est sur Netflix. Maintenant, tous les films de Chaplin sont sur Netflix. C'est super. Et le film Les Temps modernes de Chaplin, je vous recommande vraiment de le voir parce que c'est ce qui aura valu à Charlie Chaplin le fait d'être exilé des États-Unis, parce qu'à l'époque, on recherchait activement chez les artistes les communistes. Et Chaplin a évidemment été considéré comme un artiste dangereux, ok, un artiste dangereux qui va pervertir le cerveau des braves Américains, qui va leur insuffler des idées communistes. Regardez notamment la scène d'ouverture des Temps modernes qui résume, je trouve, très bien la critique marxiste du capitalisme. On y voit ce petit bonhomme, Charlot, qui visse à longueur de journée comme ça deux vis sur une chaîne de montage avec des pièces qui passent devant lui, et Charlot devient lui-même une espèce de machine au service de la machine. Et la scène la plus emblématique du film, celle que tout le monde connaît, c'est le moment où Charlot est embarqué dans la machine, c'est-à-dire qu'il devient tellement fou qu'il commence à monter sur le tapis roulant qui passe devant lui, et il se retrouve enfermé dans les mécanismes même de la machine. C'est l'affiche du film, c'est vraiment l'image la plus frappante du film. Et cet ouvrier, cet homme qui est aspiré par une machine et qui devient lui-même un rouage de la machine, c'est vraiment l'exemple typique, la personnification du concept de l'aliénation de l'ouvrier selon Karl Marx. Je continue donc à lire mon texte, sauf que oui, là on en arrive justement sur ce concept d'aliénation de l'ouvrier à ce texte de Karl Marx. Il se trouve à la page 246 de votre manuel, on va le lire ensemble si vous le voulez bien. Donc reportez-vous à la page 246 du manuel. Cette idée d'aliénation de l'ouvrier dans le travail, voilà ce qu'en dit Karl Marx. Ayez toujours en tête cette image de Charlie Chaplin, du personnage de Charlot gobé par la machine, et vous verrez que ça fait écho à ce que raconte ici Karl Marx. Marx cherche à dégager la nature du travail salarié. Le centre de l'aliénation consiste en ce que le produit du travail échappe aux travailleurs et contribue à l'appauvrir économiquement et humainement. C'est-à-dire que aliénation, vous avez d'ailleurs la racine du mot, vous devez connaître le mot américain alien. Alien, c'est quoi en
en anglais, évidemment on pense aux extraterrestres, mais un alien c'est un étranger, de façon générale dans la langue anglaise, et en particulier chez les Américains. Et voilà ce qu'en dit Marx sur cette aliénation qui fait que l'ouvrier devient étranger à lui-même et devient une machine. Or, en quoi consiste la dépossession du travail? D'abord dans le fait que le travail est extérieur à l'ouvrier, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à son être, et que dans son travail, l'ouvrier ne s'affirme pas, mais se nie. C'est-à-dire que je ne suis plus moi-même quand je travaille, je suis au service d'autre chose. Qu'il ne s'y sent pas satisfait, mais malheureux. Qu'il n'y déploie pas une libre énergie physique et intellectuelle, mais mortifie son corps et ruine son esprit. C'est pourquoi l'ouvrier n'a le sentiment d'être à soi qu'en dehors du travail. Dans le travail, il se sent extérieur à soi-même. Il est lui quand il ne travaille pas, et quand il travaille, il n'est pas lui. Son travail n'est pas volontaire, mais contraint, travail forcé. Là, il y a un rappel évidemment à l'esclavagisme. Il n'est pas la satisfaction d'un besoin, mais seulement un moyen de satisfaire des besoins en dehors du travail. La nature aliénée du travail apparaît nettement dans le fait que, dès qu'il n'existe pas de contraintes physiques ou autres, on fuit le travail, comme la peste. Le travail aliéné, le travail dans lequel l'homme se dépossède, se déposséder c'est ne plus s'appartenir à soi-même, est sacrifice de soi, mortification. Enfin, l'ouvrier ressent la nature extérieure du travail par le fait qu'il n'est pas son bien propre, mais celui d'un autre qui ne lui appartient pas, que dans le travail, l'ouvrier ne s'appartient pas à lui-même, mais à un autre. Dans la religion, l'activité propre à l'imagination, au cerveau, au cœur humain, opère sur l'individu indépendamment de lui, c'est-à-dire comme une activité étrangère, divine ou diabolique. De même, l'activité de l'ouvrier n'est pas son activité propre, elle appartient à un autre, elle est déperdition de soi-même. Là, c'est assez facile à expliquer. C'est-à-dire que, regardez, le travail humain, nous sommes les seuls animaux sur Terre à fonctionner comme ça. Prenez n'importe quel animal, ce qu'il va réaliser comme travail est à son bénéfice propre ou à un bénéfice immédiat. Autrement dit, il n'y a pas de truchement de l'argent. C'est-à-dire que moi, quand je travaille, là, par exemple, je suis en train de travailler, puisque je suis en train de faire un cours par Internet. Alors évidemment, je ne suis pas un ouvrier en usine, c'est pas aussi désagréable que ça. Mais ce que je suis en train de faire, c'est donner de mon temps, de mon énergie, un petit bout de mon cerveau et de mon apprentissage pour vous. Mais je ne le fais pas directement pour vous. Vous n'allez pas me récompenser en m'amenant des petits pains au chocolat, ou si, faites-le, enfin bon. Je vais le faire pour pouvoir avoir un salaire, c'est-à-dire de l'argent qui va me tomber à la fin du mois. Il y a un échange qui se passe comme ça. Donc en fait, mon travail ne m'appartient pas. Il appartient à l'établissement, à Saint-Joseph ou au ministère de l'Éducation nationale, qui va décider de combien je vaux. C'est assez dingue comme truc. Finalement, que je sois un bon ou un mauvais prof, que je sois un prof qui bosse bien ou qui bosse mal, je serai rémunéré à peu près de la même façon. Ou du moins, si j'ai un autre métier, par exemple, mon patron peut me virer à tout moment, puisque ce n'est pas moi qui estime mon travail, c'est le patron qui va estimer mon travail. Et ça, dit Marx, déjà, c'est assez étonnant. Je vous rappelle qu'à l'époque de Marx, le code du travail n'existe pas. Il n'y a pas de normalisation d'un salaire, il n'y a pas de SMIC ou de choses comme ça. Donc finalement, là où un animal, Marx prend l'exemple d'une araignée. Regardez, une araignée, elle va tisser sa toile, mais pour avoir une rétribution immédiate. C'est-à-dire que dans sa toile, des mouches vont se prendre. Ce que l'araignée aura dépensé comme énergie physique pour tisser sa toile, elle va en récupérer les fruits immédiatement. Nous, on apporte quelque chose à la collectivité. Alors ça marche aussi chez les fourmis, par exemple, c'est-à-dire que la petite fourmi, elle travaille pour la collectivité, mais la fourmi, elle n'a pas un salaire, c'est-à-dire qu'elle va profiter des biens qu'elle aura produits, mais de façon beaucoup plus immédiate que nous. Nous, c'est beaucoup plus bizarre que ça, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, je ne suis plus moi-même parce que je ne décide pas de ce que je vaux. Je ne peux pas vendre ma force de travail à la force, au prix que j'estime valoir, mais c'est quelqu'un d'autre, quelqu'un de totalement extérieur à moi, qui va décider combien je vaux, ce que vaut mon travail, ce que vaut ma force, ce que vaut mon corps, ce que valent mes capacités, et du coup je deviens une espèce de marchandise qu'on va échanger. Regardez comment ça se passe aujourd'hui, notamment dans le travail intérimaire. Les gens sont un peu interchangeables. Moi j'ai fait de l'intérim, j'ai beaucoup d'amis qui bossent avec de l'intérim. L'intérim c'est assez particulier comme truc, c'est-à-dire qu'un jour c'est vous, le lendemain c'est pas vous, et puis on fait appel non pas à des compétences spécifiques, mais plutôt à des humains effectivement qui sont interchangeables les uns par rapport aux autres. Ça, pour Marx, c'est le véritable scandale du monde capitaliste. En travaillant,
je ne m'appartiens plus et le fruit de mon travail ne m'appartient pas. Imaginez le gosse dont je parlais tout à l'heure dans le sud-est asiatique qui va produire 10 paires de Nike par jour, c'est-à-dire qu'il va produire une valeur, si la paire de Nike est revendue 120 € sur le marché occidental, il va produire une valeur de 1200 € par jour. Simplement, il ne sera jamais rétribué à cette somme-là. Donc ça veut dire qu'il aura donné de son corps, de son temps, de son énergie pour quelque chose qui ne lui appartient pas et qu'il dépasse totalement. Cet enfant, ce gamin qui travaille, est un rouage de la machine et ne pourra jamais faire en sorte de changer les choses. Alors dit Marx, on achète un petit peu notre silence, puisque en nous rétribuant pour notre travail, on nous dit mais attends, on te donne des sous, donc tu te contentes d'obéir. Et ça, Marx, ça le dérange énormément dans ce fameux système capitaliste. Je finis la lecture avec le deuxième paragraphe de ce texte. C'est précisément en façonnant le monde des objets que l'homme commence à s'affirmer comme un être générique. Cette production est sa vie générique, créatrice, c'est-à-dire que je génère des choses, je crée un monde en créant par le travail. Grâce à cette production, la nature apparaît comme son œuvre et sa réalité. L'objet du travail est donc la réalisation de la vie générique de l'homme. Autrement dit, mon travail devrait me ressembler. Moi, j'ai de la chance, par exemple, je suis un privilégié, puisqu'en tant que prof, finalement, le travail que je fournis, mon travail de prof de philo, c'est un petit peu moi qui l'organise, et mon travail me ressemble. Mes cours de philo, les cours de philo de Brossec ne ressemblent pas aux cours de philo d'un autre prof. Mais si je bossais dans une usine, mon travail ne me ressemblerait pas et ne m'appartiendrait pas. Je produirais les mêmes pièces que tous les ouvriers du monde produisent, qu'il s'agisse de pièces de voitures, d'ordinateurs, de n'importe quoi. Donc là aussi, vous voyez, c'est un travail générique qui est tout d'un coup totalement dévoyé. Je ne produis plus rien qui me ressemble, je ne me ressemble pas, donc je ne m'appartiens pas. Chez les ouvriers, dans le monde ouvrier. L'homme ne se recrée pas seulement d'une façon intellectuelle dans sa conscience, mais activement, réellement, il se contemple lui-même dans un monde de sa création. En arrachant à l'homme l'objet de sa production, le travail aliéné, c'est-à-dire le travail qui devient étranger à lui arrache sa vie générique, sa véritable objectivité générique, en lui dérobant son corps non organique, sa nature, il transforme en désavantage son avantage sur l'animal. Effectivement, dit Marx, si on était dans un monde idéal, chacun d'entre nous, en bon artisan par exemple, produirait des choses à sa propre façon. Dans le monde de l'artisanat, ça fonctionnait. Si vous regardez une chaise, par exemple, effectuée au XVIIIe siècle, vous remarquerez que la chaise porte systématiquement l'empreinte de celui qui l'a faite, de celui qui l'a produit. Ça, c'est un monde artisanal où, effectivement, ma création me ressemble et je peux y mettre ma patte. Maintenant, si je produis des meubles pour Ikea, j'ai pas mon mot à dire. Ma chaise ne portera pas mon empreinte en tant qu'individu. Ce sera une chaise Ikea générique, la même pour tout le monde. Donc nous vivons dans un monde qui est, selon Marx, de plus en plus déshumanisé à cause de cette robotisation de l'ouvrier. Nous devenons des machines qui fabriquons des machines pour d'autres machines. Et tout le monde a exactement la même chose chez lui. Tout le monde a les mêmes produits manufacturés de la même façon. Et tout le monde produit des choses exactement semblables les unes aux autres. Et ça, effectivement, c'est ce qui nous déshumanise. C'est ça que Karl Marx appelle l'aliénation. Tout d'un coup, mon travail, qui devrait être quelque chose de personnel, quelque chose qui me ressemble, ne me ressemble plus, et moi, je ne ressemble plus à rien, sauf à une machine. Donc le travailleur, si on résume, vend au capitaliste sa force de travail, au capitalisme, ou au capitaliste, oui, sa force de travail, c'est-à-dire son propre corps, ses capacités, son esprit, et pourtant, il est exclu du processus. C'est au capitaliste, patron et actionnaire, qu'appartiennent les moyens de production. Le travailleur n'a plus qu'un statut de marchandise, il est échangé comme une machine ou comme un outil, précarisé et réduit au rang d'objet productif. Souvenez-vous, Charlot dans sa machine. Toutes les luttes, toutes les révolutions partent de là. Les grandes transformations de toutes les époques sont des transformations par le travail, par la superstructure du pouvoir économique. Alors là, c'est un peu compliqué. Que veut dire superstructure? C'est-à-dire que pour Marx, le monde est dominé par des infrastructures et des superstructures. La superstructure, c'est quoi? Eh bien, aujourd'hui, la superstructure du monde s'appellerait Apple, voilà, toutes les grandes firmes qui peuvent exister, comme je disais tout à l'heure, Nike, Adidas, etc. Ça, c'est la superstructure, c'est l'air même que l'on respire, quoi, finalement. Comment concevoir une amélioration de l'être humain si tout est conditionné par les dominants des différentes époques? Marx parle d'une révolution finale, c'est la lutte, où les prolétaires prendraient le pouvoir par la force avant que l'humanité connaisse une période de paix perpétuelle appelée fin de l'histoire. C'est-à-dire que Marx dit il est inéluctable que ce système capitaliste ne pourra pas durer.
qu'il va s'effondrer, qu'une grande révolution va se passer un peu comme la Révolution française, et là je vois que je viens de figer, et que tout ça se terminera par une dictature du prolétariat qui durera quelques moments. Si vous avez cette image figée de moi, je pense que c'est assez collector, et que alors, la fin de l'histoire, c'est pas la fin du monde, c'est juste une époque un peu bisounours où il y aura plus de classe sociale, où tout le monde sera traité à égalité, et où tout sera absolument formidable. Évidemment, c'est un rêve un peu bisounours pour Marx, on y reviendra, c'est la fin de cette vidéo avec cette atroce image figée. J'en suis désolé.